Voilà. Très bien. Bah, d'abord, je me présente, Jacques Baudelot, je suis responsable de la conformité pour le groupe Bolloré, hormis bien sûr Vivendi, Havas, un autre département. Bon, ça fait quelques années que je suis dans le groupe et voilà, j'ai rejoint le département conformité il y a à peu près cinq ans maintenant. Et je remplace Gilles Darras, que vous avez peut-être connu, ou même sûrement connu, qui était en charge de la conformité donc pour le groupe. Donc, merci d'abord de participer à ce séminaire. C'est important qu'on puisse justement d'abord partager avec vous toutes les informations que l'on a sur le programme de conformité du groupe Bolloré. Puis en même temps, c'est un moment un petit peu privilégié puisque, comme le soulignait Quentin, c'est la journée internationale, enfin c'était la journée internationale de la lutte contre la corruption le 9 décembre. Mais ceci dit, c'est un engagement que l'on a tous les jours de l'année, bien évidemment. Mais le 9, effectivement, c'est aussi un moyen de faire savoir à tout le monde qu'il y a un engagement très fort de la direction générale. Ça fait partie une des 8 recommandations de l'Agence française anticorruption. Donc, pour aller tout de suite dans le vif du sujet, simplement, c'était pour préciser que depuis 2003, le groupe Bolloré est signataire du Pacte mondial des Nations Unies, un pacte qui a été initié par M. Kofi Annan en 1999 et qui regroupe aujourd'hui plus de 17 000 participants dans plus de 160 pays. C'est très important qu'on on montre toujours notre engagement, si je puis dire, international, national bien sûr, mais en même temps que l'on n'est pas les seuls à être, je dirais, inclus dans ce genre de programme. Et on suit donc toutes les grandes entreprises du monde entier dans cette démarche. Dans son 10e principe, le pacte mondial incite ses adhérents à ne céder à aucune forme de corruption et à développer des politiques et programmes visant à lutter contre la corruption en interne et au sein de leur chaîne d'approvisionnement. Donc ça concerne bien sûr à l'interne du groupe, mais tout ce qui est en relation avec nos tiers, clients, fournisseurs et intermédiaires. La corruption est le fait d'offrir un avantage quelconque à toute personne, y compris une personne occupant un poste dans l'autorité publique, pour l'inciter à exercer indûment ou s'abstenir d'exercer un acte de sa fonction. Alors évidemment, quand il y a une personne publique, un agent administratif, on pensera aux agents en douane par exemple, le risque est bien plus élevé et beaucoup plus sensible. La corruption est un des obstacles majeurs à une croissance durable. Elle accroît l'inégalité, entretient la pauvreté et attise les conflits, l'instabilité et la violence. Donc vous comprenez très bien pourquoi nous sommes impliqués là-dedans. C'est je dirais un guideline pour l'entreprise, mais c'est effectivement des effets pervers sur l'ensemble de l'économie après d'un pays, et puis ça dénature les relations, bien sûr, entre individus. En tant que signataire du pacte, le groupe Bolloré est donc engagé à lutter contre toute forme de corruption. On va vous indiquer dans le fil de la conversation des liens qui peuvent être diffusés au gré de tout ce qu'on va d'ailleurs dire aujourd'hui. Vous allez pouvoir ensuite avoir ces connexions et puis c'est important, comme ça vous aurez des éléments supplémentaires qui viendront un petit peu enrichir la discussion que nous avons à ce jour. Important, on parlait donc précédemment de ce qui était le programme de conformité. Donc, ce sont des éléments très importants et on reprend en cela les 8 recos de l'Agence française anticorruption, elle-même qui a été mise en place, cette agence lors de la démarrage de la loi Sapin 2, afin de tenir notre engagement et de nous conformer aux lois applicables. Le groupe Bolloré donc a déployé un programme de conformité inspiré des standards internationaux les plus élevés et visant notamment à prévenir, détecter et dissuader les faits de corruption. Ce programme se repose sur 8 piliers, donc vous les voyez là indiqués sur le slide qui vous est présenté. Ce sont en fait l'engagement de l'instance dirigeante, ce que l'on fait aujourd'hui d'une certaine façon, la cartographie des risques, qui définit quels sont les risques de corruption qui peuvent intervenir dans chacune des entités du groupe, notre code de conduite, très important, la formation, vous y avez participé, et moi je vous remercie déjà d'emblée pour tous les efforts que vous avez faits au gré de l'année, parce que c'est vrai que systématiquement, vous voyez qu'on a des renouvellements de modules e-learning, l'évaluation des tiers, dont on parlera plus tard, l'alerte professionnelle et un dispositif de contrôle et d'audit interne. Voilà, parce qu'il y a des contrôles de premier niveau, deuxième niveau, troisième niveau. Ce programme de conformité est l'affaire de tous, hein, mais c'est la mise en place, la mise en œuvre implique tout particulièrement les ressources humaines qui nous aident à ce niveau-là, les directions des opérations et des achats.
L'effectivité de cette mise en œuvre est contrôlée par notre direction conformité, donc depuis le siège, hein, nous sommes une dizaine, mais il y a des délégués dans chacune des entités. Fabrice, justement, est l'un des délégués conformité pour l'ensemble des entités du groupe. L'effectivité de cette mise en œuvre est contrôlée par notre direction conformité qui s'appuie sur un réseau de délégués conformité à tout niveau de l'organisation, mais également par la direction de l'audit interne dans le cadre de missions ciblées, hein. On a maintenant un département dans l'audit interne, un département audit conformité qui a été mis en place. Voilà un petit peu pour l'introduction. Je passe la parole ensuite à Clémentine et qui va reprendre le contrôle de ce webinaire. Bonjour à tous. Alors, moi, je suis Clémentine. Je m'occupe principalement de la cartographie des risques de corruption. Donc, je vais vous présenter l'exercice rapidement. Donc, vous vous posez très certainement la question de qu'est-ce que c'est, pourquoi on le fait, qui est-ce qu'il demande, quand est-ce qu'on le fait, pourquoi. Donc, pour expliquer ce que c'est, en fait, c'est un exercice qui vise en fait à identifier, puis à évaluer, puis à hiérarchiser et à gérer l'ensemble des risques inhérents de corruption. Pourquoi est-ce qu'on le fait? C'est la réglementation qui nous l'impose. C'est pour répondre bien évidemment aux exigences réglementaires, notamment Sapin 2. Qui est-ce qui le fait? Donc, ça va être au niveau du groupe, donc au niveau central, et également pour l'ensemble des filiales qui composent le groupe. Donc, en fait, la cartographie se fait en deux strates, en fait. Donc, vous avez la cartographie centrale qui va reprendre l'ensemble des processus et des risques de corruption inhérents à ces processus-là. Et ensuite, chaque filiale va déployer sa propre cartographie des risques de corruption avec ses propres processus, ses propres risques, pour que ce soit finalement beaucoup plus opérationnel pour la filiale au lieu d'avoir juste la cartographie centrale qui est en fait immense parce qu'elle reprend l'ensemble des processus de toutes les activités du groupe. Donc, tout ce qui se fait au niveau de la holding et tout ce qui se fait dans toutes les filiales. Quand est-ce qu'on fait cet exercice? Donc, en fait, c'est un exercice qui est en constante évolution. Dès qu'il y a un changement, on doit opérer une mise à jour de la cartographie des risques, que ce soit en centrale ou en local. Donc, aujourd'hui, qui est-ce qui a une cartographie des risques au niveau local? Donc, au niveau central, nous l'avons. Et nous sommes engagés vis-à-vis de la FA pour déployer les cartographies locales sur 3 ans. Donc, la première année, donc l'année dernière, 2022, ce sont notamment les entités Bolloré Logistique Africa qui ont réalisé l'exercice. Cette année 2023, ce sont toutes les entités qui composent la BU Logistique. Et du coup, 2024, ça va être tout le reste, donc notamment la division système, la division Bretagne, la division énergie, et puis toutes les autres entités qui ne sont pas rattachées à une division. Alors, comment est-ce que ça fonctionne? Quel est le processus utilisé pour faire ces exercices? Donc, dans un premier temps, il faut qu'on identifie les risques inhérents aux activités avec une analyse fine et précise des processus. Donc, en fait, il faut qu'on répertorie tous les processus et qu'on se pose la question sur chaque processus, y a-t-il un risque de corruption ou pas? Pas forcément, heureusement d'ailleurs. Ensuite, on évalue l'exposition au risque de corruption autour de 3 indicateurs qui sont la probabilité, l'impact et les facteurs aggravants. Et ensuite, on cote ces risques. Ensuite, on évalue la présence de mesures d'atténuation des risques. Donc, en fait, on analyse il y a des éléments de maîtrise qui sont déjà mis en place. Donc, ça peut être des contrôles, des procédures ou n'importe quoi d'autre. Et on en détermine le risque résiduel. Donc, en fait, on a coté notre risque brut en premier, donc avec les 3 indicateurs, les facteurs aggravants, la probabilité et l'impact. Et on regarde ce qu'il y a en place pour mitiger ce risque, pour le piloter, pour faire en sorte qu'il ne se produise pas. Et on a donc le risque résiduel une fois qu'on a vu s'il y avait des éléments de maîtrise. Parfois, il n'y en a pas. Donc, il faudra en mettre en place. Ensuite, une fois qu'on a ces risques résiduels, on va les prioriser et les traiter en mettant notamment des plans d'action en place lorsque la cotation finale est jugée trop élevée par le central. Et bien évidemment, tout cet exercice-là doit être formalisé. Donc, en fait, il faut que ce soit structuré, documenté, synthétique, compréhensible
Il faut également que toute la méthodologie utilisée soit documentée. Et bien sûr, il faut que tout ça soit mis à jour. Donc, on travaillera ensemble en 2024 sur système, donc, parce que les entités de cette division seront soumises à l'exercice l'année prochaine. Donc, on reviendra beaucoup plus en détail l'année prochaine sur comment réaliser cet exercice. Donc, merci beaucoup pour votre attention et je vais laisser la parole à Quentin. À Fabrice. À Fabrice, pardon. Ok, merci. Donc, Fabrice Bouteau, je suis donc le délégué compliance pour la division système et télécom, et je vais vous parler de notre code de conduite. En revanche, Quentin, si tu peux peut-être faire bouger les slides, parce que j'ai pas le contrôle. Donc, Tu prennes le contrôle. Ce code de conduite donc, expose la politique du groupe Bolloré en termes de tolérance zéro à l'égard de la corruption, mais également le refus des pratiques anticoncurrentielles et l'engagement de se conformer à l'ensemble des programmes de sanctions internationales. Ce code de conduite s'impose à toute personne agissant en son nom, ce qui signifie également nos intérimaires, nos prestataires, etc. Tous les collaborateurs il est intégré au règlement intérieur de l'ensemble des filiales du groupe, et donc tous les collaborateurs qui y contreviendraient s'exposent à des sanctions disciplinaires. Ce code de conduite est accessible en 18 langues, donc à disposition sur le site internet du groupe, et doit être diffusé à l'ensemble de nos partenaires comme faisant partie intégrante de nos attentes, donc notamment lors d'appels d'offres, etc., vis-à-vis de fournisseurs. Ce code et toutes les procédures qui le complètent décrivent la conduite à adopter face à des situations sensibles pouvant survenir dans la conduite de nos activités. Ensuite, nous allons parler des cadeaux invitations. Donc, la période des fêtes de Noël approchant, c'est sur cette partie-là, en effet, il faut y prêter une attention toute particulière. Donc, pour rappel, offrir ou recevoir un cadeau doit rester un geste raisonnable et désintéressé. Les cadeaux d'une valeur extravagante sont strictement interdits. Et enfin, ils ne doivent pas être offerts de manière répétitive à un même bénéficiaire. Si on parle des invitations, elles sont également soumises à des règles détaillées dans la procédure dédiée et tiennent également du bon sens. Les invitations doivent donc répondre à un motif professionnel ou promotionnel et être organisées dans un environnement compatible avec ce but. Les événements qui peuvent être organisés doivent également être de nature raisonnable. Les membres de la famille, notamment du bénéficiaire, ne doivent pas être conviés. Les invitations, alors c'est un point très important, les invitations doivent être offertes en phase d'appel d'offres ou de renouvellement de contrat. Et enfin, elles ne doivent pas être proposées de manière anormalement répétitive à un même bénéficiaire, un peu comme pour les cadeaux. Et de toute façon, je pense que dans notre division et comme dans les autres entités, il y avait déjà des procédures cadeaux à invitation. Donc, je vous invite aussi à vous référer à ces procédures-là. Donc, en plus des procédures qui sont émises dans le cadre de la compliance, avec des seuils d'invitation, avec des montants en fonction des situations dans lesquelles sont réalisées ces invitations ou sont offerts ces cadeaux. Donc, rapprochez-vous de vos DAF notamment, ils sauront vous renseigner sur le sujet. Concernant les déclarations et la validation des cadeaux et des invitations, donc ils doivent tous être déclarés au moyen du registre qui est dédié, accessible depuis l'intranet, ou là aussi auprès des office managers. Je sais que dans certaines sociétés de notre périmètre notamment, où on a quelques difficultés de connexion à l'intranet, des registres peuvent être tenus par les office managers. Cette déclaration, elle doit intégrer un certain nombre d'informations, donc la nature et la valeur du cadeau, ainsi que le contexte dans lequel il était offert, et apporter des précisions sur l'identité du bénéficiaire. Et en fonction de la valeur, cette déclaration devra faire l'objet d'une approbation par le supérieur hiérarchique. Sur ces deux points, vous pouvez en effet flasher le QR code pour avoir plus d'informations. Et je crois que dans le fil de la conversation, des petites informations complémentaires sont apportées pour vous connecter vers les procédures
en relation avec ces sujets-là. Et je crois que je passe la main à Jacques. Merci pour votre écoute. À Quentin, du coup. Mais donc, bonjour à tous, Quentin Chevalier. Je travaille à la direction conformité du groupe Bolloré depuis maintenant 13 ans. Et je vais vous parler de mécénat et sponsoring. Donc, effectivement, Jacques est plus au fait de cette procédure, mais je vais tenter ma chance et je vais essayer de vous la présenter. Donc, au même titre que pour les cadeaux et invitations, qui est la procédure que je connais mieux, une procédure cible spécifiquement les actions de mécénat et de sponsoring. Donc, qu'est-ce que le mécénat et qu'est-ce que le sponsoring? C'est deux notions totalement différentes. Donc, vous pouvez le voir à l'écran qui rejoignent deux réalités différentes. Donc, le mécénat se définit comme un soutien matériel ou financier apporté à une œuvre ou à une personne morale pour l'exercice d'activités d'intérêt général, sans contrepartie directe ou indirecte de la part du bénéficiaire. Il peut s'agir d'un soutien financier, donc un paiement effectué par virement bancaire de préférence, un soutien en nature, que ce soit un don ou un prêt de produits ou matériel ou de la fourniture de services. On parle aussi de mécénat de compétences pour désigner l'implication des collaborateurs pendant les heures de travail. Et du coup, si on doit résumer en fait les règles qui s'imposent à nous en matière de mécénat, pour être acceptables, les actions de mécénat envisagées doivent répondre principalement aux objectifs sociétaux du groupe. Donc, ils sont de trois types. Donc, il s'agit de projets en faveur des jeunes ou alors de situations d'urgence sanitaire. Mais ils doivent répondre également aux critères de sélection définis par la direction du mécénat. Donc on parle, là c'est pour le coup trois critères de pertinence, de pérennité et de transparence. Et ensuite, dernière règle, les projets, quel qu'en soit leur montant, doivent être déposés directement sur le site Earth Talent, dont l'adresse s'affiche à l'écran, par le demandeur, donc l'organisme qui bénéficiera des fonds, produits ou services. Et les candidatures doivent systématiquement mentionner l'action envisagée, le montant du don et la durée de l'engagement. Donc encore une fois, une question de validation. En fonction de la valeur du soutien envisagé, le projet fera l'objet d'une validation préalable, soit par la direction de l'entité pour les soutiens inférieurs à 5 000 €, ou par la direction du mécénat du groupe Bolloré et le comité de coordination du comité mécénat groupe pour les soutiens supérieurs ou égaux à 5 000 €. Donc là, on a parlé du mécénat. Maintenant, parlons du sponsoring. Le sponsoring a une approche différente et qui tient au résultat en fait de notre soutien. Donc, le sponsoring peut être compris comme un soutien matériel ou financier. Donc là, on est toujours, c'est similaire au mécénat. Mais il s'en distingue par la nature et le montant de la contrepartie. Donc dans le cadre du mécénat, on donne de l'argent de manière désintéressée, et dans le cadre d'une action de sponsoring, on attend un retour sur investissement et donc le parrain, nous, rémunérons une prestation rendue par un organisme pour la promotion de notre image. Donc de la même manière que pour le mécénat, quelle que soit l'opération de sponsoring envisagé, qu'il s'agisse d'un forum, d'un salon, d'un congrès ou le sponsoring d'une équipe sportive, les règles suivantes s'appliquent. Donc, le sponsoring doit avoir un lien direct avec nos activités et la contrepartie doit être clairement mesurable. Il faut vraiment qu'on puisse démontrer que le don que nous avons fait entraîne un retour sur investissement en termes de promotion de l'image de marque du groupe et de ses filiales. Donc encore une fois, quel que soit son montant, le projet de sponsoring doit faire l'objet d'une déclaration préalable et d'une validation par la direction de la communication et la direction de la conformité, le cas échéant. Donc on vous envoie dans le fil de conversation un lien pour aller plus loin
Donc, et bien sûr, enfin, ça vaut pour tous les sujets dans le cadre de cette présentation. Si vous avez une quelconque question, n'hésitez pas à nous la poser, on est là pour y répondre. Donc ensuite, je vais continuer à vous parler du dispositif d'alerte professionnelle. Donc c'est en lien avec le code de conduite que vous avez présenté Fabrice et le fait que le groupe Bolloré n'y tolère aucun manquement. Donc, si vous avez connaissance de comportements qui seraient contraires, donc là, aujourd'hui, on parle de corruption, mais le code de conduite couvre un certain nombre de politiques qui vont bien au-delà de ça. Donc, on parle aussi bien des politiques qui concernent la conformité, donc corruption, pratiques anticoncurrentielles, non-respect de programmes de sanctions internationales, mais aussi de politiques qui relèvent plus de la RH ou de la RSE. Citons le harcèlement moral ou sexuel, les atteintes à l'environnement, aux droits humains, à la santé et à la sécurité des personnes. Donc, si vous avez connaissance de comportements qui seraient contraires au code de conduite, vous avez la possibilité de les signaler à votre supérieur hiérarchique. Donc, c'est première option. Ou alors d'utiliser une plateforme dédiée, accessible depuis le site internet du groupe ou tout navigateur à l'adresse qui s'affiche, donc alerte.bolloré.com, et plateforme qui vous permet d'émettre un signalement de manière anonyme. Donc de manière anonyme, comme son nom l'indique, ça veut dire que votre identité ne sera connue de personne. Après, d'expérience, ça facilite pas pour autant le traitement de votre signalement. Donc si on peut vous donner un conseil, on vous incite vraiment à déclarer votre identité, à dire qui vous êtes, parce que du coup derrière, ça facilitera les échanges et surtout, en échange de cette information, nous vous garantissons une confidentialité totale. Et ça tient à plusieurs choses. La première étant que votre identité ne sera connue que par un nombre limité de personnes qui sont autour de ce webinaire, à savoir Jacques et moi pour commencer, éventuellement Fabrice si nécessaire. Et, et donc, votre identité ne pourra pas être connue de personnes autres sans votre consentement préalable. C'est-à-dire que si on devait divulguer votre identité à une personne tierce, un auditeur, par exemple, dans le cadre d'une mission de forensique, on vous demanderait votre accord au préalable avant de lui transmettre votre identité, ne serait-ce que pour vous auditionner dans le cadre d'une enquête. Donc voilà, une garantie de confidentialité et le corollaire aussi, c'est que votre identité ne sera jamais divulguée aux personnes que vous mettez en cause, sans votre consentement préalable. Donc voilà, en ce qui concerne le processus, donc il y a plusieurs phases. La première phase, c'est l'analyse de la recevabilité. Donc on accuse réception de votre signalement et on essaye de voir si ça rentre dans les cases. Donc c'est l'objectif de cette phase. Et si elle est concluante, donc si potentiellement les faits rentrent dans les cases qui sont les nôtres, si du moins le signalement rentre dans le cadre du dispositif d'alerte professionnelle prévu par la loi, dans ce cas-là, une enquête est menée qui vise à établir la matérialité des faits et à prendre les mesures qui s'imposent pour y remédier. Et voilà, donc toujours en vertu de la loi, nous sommes obligés de vous informer que ce dispositif d'alerte professionnelle complète, mais ne se substitue pas aux autres modes de signalement interne, donc la voie hiérarchique, on en a parlé, mais également externe. Externe, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre d'autorités qui sont habilitées à recevoir vos signalements et à les traiter de la même manière que nous-mêmes, en garantissant la confidentialité de votre identité et qui garantissent votre protection contre toute forme de représailles. Les règles sont les mêmes qu'on soit en interne ou en externe.
Donc j'espère vous avoir convaincu sur le fait que vous pouvez nous faire confiance et utiliser le dispositif interne sans avoir besoin de recourir au dispositif externe. Donc voilà, parlons maintenant de formation rapidement. Donc un premier module couvrait une première campagne cette année couvrait le code de conduite et le dispositif d'alerte professionnelle. Donc là, on peut dire que cette campagne est derrière nous puisque le taux de réalisation de ce module a été extrêmement satisfaisant. Je crois de mémoire qu'on a dépassé les 95% de complétion. Et une dernière campagne est en cours et pour laquelle je me permets de vous relancer, puisque c'est très important parce que tout ça risque d'être, nous sera utile ne serait-ce que dans le cadre de notre obligation de reporting extra-financier pour démontrer de la formation des collaborateurs les plus exposés au risque de corruption. Donc, ces modules couvrent l'ensemble des risques de corruption et s'adressent à des publics considérés comme exposés. Donc, citons cadeaux et invitations, paiement de facilitation, mécénat et sponsoring, processus RH et risque intermédiaire. Rima va revenir sur la question dans quelques instants, mais vraiment, je vous incite, si vous ne l'avez pas déjà fait et si vous êtes concerné par ces modules, à les faire au plus vite pour qu'on puisse considérer comme terminer cette campagne de formation. Donc voilà, sachez aussi que la bonne réalisation de ces formations fait l'objet d'un suivi régulier par les populations RH et conformité et qu'elle sera évaluée dans le cadre des campagnes d'entretien annuelles prochaines. Donc voilà, merci par avance. On sait qu'il y a beaucoup de campagnes de formation en cours, mais si vous pouviez le faire d'ici la fin de l'année, ce serait super. Voilà, je donne la parole plutôt à Rima et Clément qui vont vous parler d'évaluation des tiers, qui est un des piliers du programme que Jacques vous a décrit. Bonjour à tous, merci Quentin de nous passer le relais. Donc voilà, nous, Clément et moi, nous faisons partie du pôle tiers de la direction de la conformité. Ce pôle donc est en charge de l'évaluation de l'ensemble des tiers du groupe, ce qui comprend évidemment les intermédiaires, les fournisseurs, les clients, les structures concernées par le mécénat, comme vous avez pu le voir, et probablement peut-être d'autres divisions que le groupe intégrera ou plutôt rachètera peut-être dans les mois à venir. En tous les cas, ce qui est aujourd'hui destiné par ce que nous visons en fait par cette approche, c'est vérifier et sécuriser en amont toute relation commerciale avec un tiers, quel qu'il soit. Et pour ce qui est des intermédiaires et des fournisseurs, vous le savez, des procédures dédiées ont été mises en place. Et il y a justement des procédures aussi dédiées pour Système et les autres divisions Orbel, donc Système Bretagne, Bolloré Énergie et aussi toutes les bornes du groupe. Donc ces structures dédiées mises en place incluent un questionnaire et la récolte de documents qui vont nous permettre de procéder au travail de due diligence, ce qu'on appelle la due diligence obligatoire. Donc Clément, mon collègue va vous parler dans quelques instants. Je crois qu'il a quelques petits problèmes techniques, mais ça devrait se régler rapidement. Il est important de noter que pour ce qui est des intermédiaires, du fait même de la nature de leurs activités, cette catégorie de tiers expose notre groupe au plus grand risque de corruption. En conséquence de quoi, je suis désolée, je suis un peu enrhumée, la procédure qui leur est dédiée s'applique et s'appliquera toujours aux intermédiaires de l'ensemble des divisions du groupe. Cette procédure donc, qui proscrit clairement toute relation commerciale avant l'obtention de la validation du pôle tiers de la direction centrale. À ce jour, les fournisseurs évalués sont ceux qui sont revus par les équipes de la direction des achats du middle office pour ce qui est de Bolloré Logistics, avec évidemment le soutien de la direction de la conformité, et ceux locaux ou des différentes divisions, donc évidemment dont Système, sont revus exclusivement pour les majeurs par la direction de la conformité centrale. Aujourd'hui, on essaye de mettre en avant le fait d'anticiper effectivement l'évaluation de tout nouveau tiers
pas pour ce qui est des intermédiaires, mais tout nouveau tiers, c'est-à-dire que ce soit des fournisseurs ou des clients, en avance de phase, histoire de pouvoir vérifier en amont s'il y a déjà des éléments d'alerte qui pourraient dire qu'en fait, il faudrait vraiment pas travailler avec eux, ou si vous pouvez déjà entamer la relation avec eux. Bref, d'évidence, pour ce qui concerne les clients, cette due diligence s'effectue uniquement sur la base de screening, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'échange de documentation avec eux, mais les échanges se font plutôt avec les relations commerciales en interne. Le but ultime de tout ce travail étant de veiller à ce que le groupe Bolloré ne soit jamais exposé, comme vous le comprenez, à un quelconque risque de corruption et que sa réputation soit en tout point protégée. Pour l'année à venir, effectivement, puisque nous avons été énormément pris par la CGIP, nous allons mettre beaucoup le point sur nos bornes, le système Bretagne et Bolloré Énergie, et nous sommes là, le pôle tiers pour vous aider et vous épauler dans ce travail. Je passe donc la parole à Clément, et qui va vous parler justement de ce travail de due diligence un peu plus en détail. Eh bien, merci beaucoup, Rima. Alors, je reprends juste la main. Voilà. Nous, en ce qui concerne le travail de due diligence, lorsque nous réalisons une analyse, celle-ci consiste en fait en une évaluation juridique, sociale, actionnariale et professionnelle d'une société. Et donc, pour la résumer en un mot, il s'agit d'une analyse réputationnelle de la société. Donc pour ce faire, le groupe Bolloré dispose d'un outil de screening dédié qui se nomme Compliance Catalyst et qu'on nomme également BVD. Vous pourrez l'entendre sous ce nom-là. Il s'agit du même outil et que évidemment nous avons paramétré en fonction de nos besoins spécifiques qui correspondent à la lutte contre la corruption. Une fois que nous avons donc saisi les données et donc dans cet outil de screening, les algorithmes qui y sont intégrés permettent ensuite de remonter d'éventuels éléments d'alerte qui concernent le non-respect des lois et réglementations nationales ou internationales en matière évidemment de lutte contre la corruption. Nous procédons alors à l'analyse des documents qui sont aussi recueillis en parallèle de cet exercice de screening et nous croisons les résultats toujours de ce screening avec donc la documentation et c'est alors que nous pouvons émettre un avis positif ou quelques réserves et tenter d'obtenir des éléments manquants qui permettront ensuite de mitiger les risques qui sont remontés. Évidemment, lorsqu'un élément d'alerte non remédiable, par exemple une sanction internationale, est remonté, l'avis que nous donnons est une recommandation d'arrêt de toute relation commerciale et cette recommandation peut être tant provisoire que définitive. Et l'objectif enfin de notre pôle va être de diffuser auprès des différentes divisions cet outil de screening et évidemment d'accompagner dans sa maîtrise nos équipes de délégués afin que ceux-ci puissent procéder à l'analyse de premier niveau, qui est un élément requis par la FA. Je vais donc ensuite passer la main à Jacques, qui vous parlera, voilà, qui contiendra le speech. Bon, Jacques doit être en ligne. Pardon, voilà, je suis en ligne. Pardon, encore une fois. Ok, à toi, Jacques. Tu peux prendre le contrôle si tu veux. Merci, il suffisait de cliquer sur le bon bouton. Voilà, donc pour plus d'informations, suite à tout ce qui a été dit, nous avons un site dédié sur l'intranet, Responsible and Committed, accessible sur notre intranet, donc il vous fournit toutes les informations utiles sur le code de conduite du groupe, sa politique anticorruption et son programme de conformité, ce qui ne vous empêche pas de nous contacter, de nous appeler pour qu'on vous donne toute l'information en direct. Le replay de ce webinaire, il sera prochainement accessible. Il ne faut pas hésiter à le diffuser autour de vous. C'est important parce qu'on comptabilise les vues qui sont faites lors de ces webinaires. Ça fait partie un petit peu des demandes qui nous ont été faites, notamment par l'AFA, de formaliser justement la communication qui nous est faite, qui vous est faite. Voilà, et donc vous voyez le lien qui s'inscrit également sur vos écrans. Bon, en tout cas, on le donnera dans le courant de la conversation, comme ça a été dit précédemment. Une chose aussi importante, et ne pas oublier à l'issue de cette présentation, puisqu'on arrive à l'issue de ce webinaire, vous êtes invité à confirmer votre participation et compréhension en scannant le QR code là, qui vous est présenté à l'instant,
ou le lien qui figure dans la conversation, hein. Donc, vous allez l'avoir à l'instant. Et puis pour clore, bah, c'est surtout vous remercier infiniment de votre patience et de votre précieux temps là, que vous avez consacré à la visualisation du webinaire. On fait partie des mêmes équipes, donc c'est important. Vous savez que la conformité, ça fait partie de ces éléments, au même titre que le QHSE, que le RSE, que l'environnement, enfin tous ces sujets qui sont très importants, sont capitaux parce qu'en réalité, il n'y a pas de réponse à des appels d'offres sans avoir, je dirais, complété justement les questionnaires qui sont liés à ces sujets. Donc, un grand merci pour votre participation, si je puis dire. Excellente journée. Bonne fête de fin d'année également, on en profite. Et puis, en espérant vous retrouver plus tard. Et si vous avez moindre question, n'hésitez pas encore une fois à nous joindre. Merci infiniment. Très bonne journée.